Maintenant, ça n'a plus d'importance. C'est cette phrase qui m'a arrêté net. Pas ce qui venait de m'avouer, pas même la vérité elle-même, mais cette certitude tranquille avec laquelle on m'expliquait que j'arrivais trop tard. Trop tard pour comprendre, trop tard pour réagir, trop tard pour que cela change quoi que ce soit. Nous étions assis dans le salon, à la même place que tant d'autres fois. Rien n'avait changé autour de nous. Les meubles, les photos, l'odeur du café froid. Tout semblait figé dans une normalité presque obscène. Et pourtant, en quelques phrases, ma vie venait de basculer. Ils parlaient à voix basse, comme s'ils avaient peur que les murs entendent. Les mots sortaient avec précaution, choisis, calibrés. Pas d'émotion débordante, pas de larmes. Seulement cette impression étrange d'assister à une lecture tardive, comme si l'on ouvrait un dossier longtemps classé, sans urgence, sans remords. Je me souviens avoir demandé « Pourquoi maintenant ?» Personne ne m'a répondu tout de suite. Puis quelqu'un a haussé les épaules. « Parce que tu l'as découvert toute seule et qu'on ne pouvait plus faire autrement. » Cette réponse m'a frappé plus fort que la velue à même. On ne m'avait pas parlé par honnêteté. On m'avait parlé par nécessité. Parce que le silence n'était plus tenable. Parce que le secret avait fissuré de lui à même, après tant d'années de protection méthodique. Ils ont alors commencé à raconter. Pas dans l'ordre, pas avec clarté. Chacun ajoutait un morceau, parfois contredit par un autre, parfois corrigé à la volée. Je devais reconstituer l'ensemble, comme on reconstitue une scène ancienne, à partir de témoignages imparfaits. Et plus il parlait, plus je comprenais l'ampleur de ce qui m'avait été retiré. Il ne s'agissait pas d'un détail oublié. Il ne s'agissait pas d'une erreur de jugement. Il s'agissait d'une vérité centrale, structurante, tenue à distance pendant des années, toute une vie, presque. Je sentais mon corps réagir avant moi. Une tension dans la nuque. Une chaleur dans la poitrine. Un vertige léger, comme si le sol se dérobait, sans jamais disparaître complètement. Je les écoutais, mais quelque chose en moi se détachait déjà de la scène. Une partie de moi observait, froide, lucide, presque étrangère, quand j'ai posé la question qui me brûlait depuis le début. Vous saviez tous? Le silence a suffi comme réponse. Oui, tous. Depuis longtemps. Ce tous m'a traversé comme une lame. Ce n'était plus une trahison isolée. C'était un accord collectif. Une organisation. Un choix répété, confirmé année après année. Chaque fois que j'avais été tenue à l'écart, chaque fois que l'on avait évité mes questions, chaque fois que l'on m'avait rassuré sans m'expliquer, tout prenait enfin sens. Je me suis entendu dire, d'une voix étonnamment stable. Donc, vous avez décidé que je ne devais pas savoir. Quelqu'un a tenté de nuancer. On a surtout voulu te protéger. Fallait. Ce mot protéger m'a presque fait sourire. Protéger de quoi? De ma propre histoire? De ma capacité à comprendre? Ou de la responsabilité que la vérité aurait imposée à ceux qui la détenaient? Ils ont évoqué le contexte, les contraintes, les peurs de l'époque. Ils ont parlé de ce qui aurait pu se passer si j'avais su. Ils ont parlé de moi comme d'un risque, d'une fragilité à gérer. J'écoutais. Et plus j'écoutais, plus une certitude s'imposait. La vérité n'avait pas été cachée pour me préserver, mais pour préserver un équilibre qui ne m'incluait pas. Puis est venue cette phrase, celle qui a tout scellé. Aujourd'hui, de toute façon, il est trop tard. Trop tard pourquoi? Pour réparer? Pour choisir? Pour vivre autrement? Cette idée qu'il existerait un moment légitime pour la vérité et qu'il était désormais dépassé m'a profondément révoltée. Comme si mon âge, mon parcours, mes années de silence rendaient soudain ma compréhension inutile. Je me suis levée lentement. J'ai regardé ces visages familiers que je croyais connaître. Je n'y ai vu ni haine ni remords profonds. J'y ai vu autre chose, une fatigue et peut-être une attente. L'attente que je referme la porte derrière moi, que j'accepte ce trop tard comme une évidence, que je fasse ce que j'avais toujours fait, absorber, relativiser, me taire. À cet instant précis, quelque chose a changé, pas extérieurement, intérieurement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement compris que ce moment n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. Ils avaient caché la vérité si longtemps qu'ils pensaient le temps de la parole dépassé. Ils se trompaient. Car même tardive, une vérité change tout. Et ce jour-là, j'ai su que je ne pourrais plus jamais vivre comme avant.
ni avec eux, ni avec moi-même. Avant cette révélation tardive, ma vie s'était construite sur une impression étrange de continuité fragile. Tout semblait cohérent, presque ordonné. Et pourtant, quelque chose résistait en moi, comme une note dissonante que je n'arrivais pas à localiser. J'appelais cela la fatigue, parfois la mélancolie. Je croyais que c'était le lot de tout le monde. Je n'imaginais pas que ce malaise avait une origine précise, soigneusement enfouie. Mon enfance avait été décrite comme paisible. C'était le mot qu'on utilisait le plus souvent. Paisible voulait dire sans cri, sans conflit visible, sans débordement. C'est pire, on valorisait le calme, la discrétion, la bonne tenue. Très tôt, j'ai compris que poser trop de questions n'était pas bien vu. On me répondait avec douceur, mais on répondait peu. J'ai appris à ne pas insister, à accepter les demi-réponses, comme des réponses complètes. Je me souviens d'avoir souvent observé les adultes plus que je ne les écoutais, les silences entre leurs phrases, les regards échangés, les sujets qui surgissaient puis disparaissaient aussitôt que j'approchais. Rien n'était assez clair pour alerter, mais tout était suffisamment répétitif pour s'imprimer. On m'aimait, j'en étais certaine. Mais on m'aimait dans un cadre précis, balisé, contrôlé. On disait de moi que j'étais raisonnable. Ce mot revenait comme un compliment. Je le recevais avec fierté. Être raisonnable signifiait ne pas compliquer les choses, ne pas trop demander, comprendre avant même qu'on m'explique. J'ai grandi avec cette idée que ma valeur tenait à ma capacité d'adaptation. Plus je m'adaptais, plus on me félicitait. Je n'ai jamais pensé à me demander à quoi, exactement, je m'adaptais. À l'adolescence, ce sentiment d'étrangeté a pris une autre forme. Je me sentais parfois en décalage avec mes propres souvenirs. Comme si certains morceaux de mon histoire avaient été racontés à moitié, ou racontés trop souvent. Non, jusqu'à perdre leur substance. Quand je demandais des précisions, on me disait que je me souvenais mal, que j'exagérais, que ce n'était pas important. J'ai appris à douter de ma mémoire avant de douter des autres. Ma vie d'adulte s'est construite dans cette continuité. J'ai cherché la stabilité, les relations claires, les cadres rassurants. Je me suis investie sans compter, convaincue que la loyauté était une vertu cardinale. Je donnais beaucoup. Je demandais peu. On me voyait comme quelqu'un de fiable, de solide, sur qui l'on peut s'appuyer. Je ne me rendais pas compte que cette solidité avait été façonnée par des années d'ignorance imposée. À l'IF, il y avait pourtant des moments de malaise, des instants précis où quelque chose sonnait faux. Une discussion qui s'interrompait trop vite. Une information que j'apprenais par hasard, bien après les autres, à balle, une décision présentée comme acquise, alors qu'elle me concernait directement. Chaque fois, je ressentais une petite piqûre intérieure, vite recouverte par la rationalisation. Ce n'est pas grave. Ils ont sûrement oublié. Je dramatise. J'ai longtemps cru que cette sensation d'arriver après faisait partie de mon caractère. Que j'étais simplement moins rapide, moins perspicace. Je me suis arrangée avec cette idée, parce qu'elle était moins douloureuse que l'alternative. Admettre que l'on m'avait volontairement tenu à l'écart aurait ébranlé tout l'édifice affectif sur lequel reposait ma vie. Avec le recul, je vois à quel point cette ignorance organisée a orienté mes choix. J'ai accepté des situations que j'aurais peut-être refusées. J'ai maintenu des liens qui me demandaient de me taire. J'ai confondu paix et effacement. Chaque renoncement semblait minime pris isolément. Ensemble, ils formaient une trajectoire. La vie d'avant n'était pas mensonge. Elle était incomplète. Et cette incomplétude avait un effet précis. Elle me maintenait dans une position secondaire, même quand on prétendait agir pour mon bien. Je n'étais pas actrice de mon histoire. J'en étais la bénéficiaire supposée, jamais la décideuse. Je comprends aujourd'hui que ce passé caché n'était pas seulement une information retenue. C'était une architecture relationnelle, un système où chacun connaissait sa place, où le silence servait de liant, où la vérité était considérée comme un danger potentiel. Dans ce système, mon rôle était clair, vivre sans savoir, pour que les autres puissent vivre tranquilles. Je ne nourris pas de haine envers celle que j'étais. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait, avec les éléments dont elle disposait. Elle a aimé sincèrement. Elle a cru aux explications données. Elle a tenu bon quand elle ne comprenait pas. Sa force n'était pas feinte. Elle était simplement mal utilisée. Quand je repense à cette vie d'avant, je ressens une forme de compassion pour moi-même. Pas de mépris, pas de regret amer. Une reconnaissance lucide.
Cette femme a avancé dans le brouillard sans savoir qu'on avait éteint la lumière exprès. Elle a continué à marcher, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Aujourd'hui, je sais que cette normalité apparente reposait sur un déséquilibre fondamental. La vérité existait, mais elle circulait sans moi. Et tant que je ne la connaissais pas, on pouvait appeler cela de la protection. Ils ont caché la vérité si longtemps qu'ils ont fini par croire que ma vie pouvait continuer sans elle. Mais cette vie d'avant, si cohérente en surface, portait déjà les fissures de ce silence. Quand je repense aux années qui ont précédé la révélation, je comprends que le rejet n'a jamais été brutal. Il n'aurait pas pu l'être sans risquer de fissurer trop tôt le secret. Il s'est installé lentement, presque élégamment, à travers des gestes minuscules, des mots anodins, des absences à peine perceptibles. C'est précisément cette discrétion qui m'a empêché de le nommer. Il y avait d'abord les conversations qui se transformaient. Quand j'entrais dans une pièce, les voix baissaient, les phrases se simplifiaient. On passait d'un sujet précis à quelque chose de vague, de neutre, d'inoffensif. Je me disais que c'était une coïncidence. Puis c'est devenu une habitude. Une mécanique silencieuse, parfaitement rodée. On me parlait souvent comme à quelqu'un qu'il fallait ménager. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas important. Tu as déjà assez à gérer. Ces phrases se voulaient bienveillantes. En réalité, elles dessinaient une frontière. On décidait à ma place ce que j'étais capable d'entendre, de comprendre, de porter. J'acceptais cette posture parce qu'elle était présentée comme une marque de considération. Je ne voyais pas encore qu'elle m'infantilisait. Les humiliations les plus efficaces sont celles qui ne se voient pas. Elles ne provoquent pas de réaction immédiate, pas de défense instinctive. Elles s'installent dans la répétition, dans le fait d'être la dernière informée, d'apprendre des événements importants après tout le monde, toujours avec une excuse prête. On ne voulait pas te déranger, on pensait que tu savais. Ce on pensait revenait souvent, comme si mon ignorance était un malentendu, jamais une décision. Pourtant, je sentais bien que ces oublis n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient une logique. Celle de me maintenir à distance de tout ce qui pouvait mener à des questions. Quand j'osais demander des précisions, on me regardait avec une légère surprise, parfois teintée d'agacement. Pourquoi tu veux toujours revenir là-dessus? On me faisait comprendre que mon insistance était inutile, voire déplacée, que le passé était clos, que remuer certaines choses n'apportait rien de bon. J'ai fini par associer mon besoin de comprendre à un défaut personnel. Il y avait aussi ces regards, échangés entre eux, furtifs mais éloquents. Des regards qui disaient « Fais attention, pas maintenant, elle est là ». J'étais devenue une présence à gérer. Pas une interlocutrice, mais un facteur de risque. Cette sensation, je l'ai portée longtemps, sans pouvoir la formuler. On me complimentait souvent sur ma capacité à encaisser. Toi, tu es forte. Tu prends les choses avec philosophie. Je souriais. Je croyais que ces mots me rendaient hommage. En réalité, ils me fixaient dans un rôle précis. Celle qui ne réclame rien, qui ne s'effondre pas, qui ne complique pas les choses. Plus je correspondais à cette image, plus on se sentait autorisé à me tenir à l'écart. Certaines scènes, aujourd'hui, me reviennent avec une clarté presque douloureuse. Un repas où une allusion est faite à une période que je connais mal. Je demande innocemment. Et moi, j'étais où à ce moment? Ah là, un silence. Puis quelqu'un répond à ma place, en déformant légèrement la réalité. Je laisse passer. Parce que corriger aurait créé un malaise. Parce que je ne voulais pas être celle qui dérange. Les décisions prises sans moi étaient toujours présentées comme évidentes. On a pensé que c'était mieux comme ça. Mieux pour qui? Je ne le demandais jamais. Je me contentais d'accepter, persuadée que mon adhésion était attendue, plus que mon avis. Chaque fois que je me taisais, le système se renforçait. La solitude s'est installée ainsi. Pas une solitude spectaculaire, mais une mise à l'écart progressive. J'étais incluse en apparence, exclue en profondeur. On me racontait les choses une fois qu'elles ne pouvaient plus être discutées. Je devenais spectatrice de décisions qui structuraient pourtant ma propre vie. Je me souviens d'avoir parfois ressenti une honte étrange, comme si ce décalage était de ma faute. Comme si mon ignorance révélait une faiblesse. Je me disais que si j'étais plus perspicace, plus affirmée, on me dirait davantage. Cette idée me poussait à redoubler d'efforts pour être agréable, compréhensive, conciliante. Aujourd'hui,
Je vois ces petites humiliations pour ce qu'elles étaient, des ajustements permanents, destinés à préserver un secret trop lourd pour être partagé. Elles n'étaient pas le fruit d'une cruauté consciente, mais d'une peur collective. La peur que la vérité, si elle m'atteignait, oblige chacun à se repositionner. Ils ont choisi la solution la plus simple, me faire porter le silence. Et moi, sans le savoir, j'ai accepté ce fardeau. Ces signes étaient là depuis longtemps. Je les ai ignorés parce qu'ils étaient enveloppés de normalité, de bonnes intentions, de phrases douces. Mais mon malaise n'était pas imaginaire. Il était le signal discret d'une injustice qui prenait racine. Avant même de connaître la vérité, j'en subissais déjà les effets. Et ces petites humiliations, accumulées au fil des ans, avaient préparé le terrain pour le choc à venir. Ils avaient caché la vérité si longtemps qu'ils avaient fini par me rendre étrangère à ma propre histoire. La goutte d'eau n'a pas été une phrase, ni même un aveu. Elle a pris la forme la plus froide qui soit. Un acte. Un geste posé sans moi, validé ailleurs, entériné par le temps. Quelque chose d'irréversible, pensé pour rester discret, et qui m'a pourtant frappé avec une netteté brutale. Je l'ai découvert par hasard. Un enchaînement de circonstances banales, presque ridicules. Une démarche administrative anodine. Une demande de copie. Et soudain, ce document que je n'avais jamais vu, mais qui portait mon nom. Mon nom, inscrit là comme une évidence, alors que je n'avais jamais été consultée. Je me souviens de la sensation très précise qui m'a traversée. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était une stupeur dense, compacte. J'ai relu le texte plusieurs fois, cherchant l'erreur, l'ambiguïté, la nuance qui m'aurait échappé. Il n'y en avait pas. Tout était clair, juridiquement propre, parfaitement aligné. Trop aligné pour être innocent. Ce papier disait, sans détour, qu'une décision majeure avait été prise depuis longtemps. Une décision qui me concernait directement. Une décision qui modifiait mon avenir, mes droits, ma place, et surtout, une décision prise sans que je le sache, sans que je puisse consentir, refuser, même comprendre. J'ai senti alors quelque chose se déplacer en moi. Toutes ces années de malaise diffus, de décalage inexpliqué, trouvaient soudain un point d'ancrage concret. Ce n'était pas une impression. Ce n'était pas une fragilité personnelle. C'était une injustice, structurée, organisée, validée. J'ai appelé. Ma voix était étonnamment calme. Je n'accusais pas. Je demandais des explications, presque par automatisme. La réponse est arrivée trop vite, comme si elle était prête depuis longtemps. C'était nécessaire à l'époque. Puis, après une courte pause. Et puis, on pensait que tu n'avais pas besoin de le savoir. Cette phrase a fait plus de dégâts que le document lui-même. Pas besoin de le savoir. Comme si mon droit à l'information dépendait d'une estimation extérieure. Comme si mon ignorance avait été évaluée, décidée, prescrite. J'ai posé des questions précises. Depuis quand? Qui avait décidé? Pourquoi moi? Les réponses se sont faites floues, circulaires. On évoquait le contexte, les difficultés, les risques. On parlait de protection. Encore. Toujours ce mot. Mais à cet instant, il avait perdu toute crédibilité. On ne protège pas quelqu'un en le privant de sa capacité de choisir. Ce qui m'a profondément marqué, c'est l'absence de remise en question. Personne ne semblait réellement troublé par le fait que je découvre cela si tard. On s'inquiétait surtout de ma réaction, de ce que cette découverte pourrait provoquer. Comme si le problème n'était pas l'acte, mais le moment où je le comprenais. J'ai raccroché avec une sensation étrange de netteté. Le brouillard s'était dissipé. Ce que j'avais sous les yeux n'était pas seulement un passé caché. C'était une dépossession, une manière de décider à ma place, au nom d'un bien supposé supérieur. Et cette dépossession avait été rendue possible par mon silence, par ma confiance, par ma loyauté mal comprise. Je me suis assise, le document posé devant moi. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais accepté sans comprendre, où j'avais cru qu'on savait mieux que moi, où j'avais confondu amour et effacement. Ce papier n'était pas une anomalie. Il était la conséquence logique d'années d'infantilisation. À cet instant précis, j'ai su que quelque chose était terminé. Pas une relation en particulier. Une posture. Celle de la femme qui encaisse, qui attend, qui espère que la vérité viendra d'elle-même.
Elle ne venait pas. Elle n'était jamais venue. Elle avait été soigneusement tenue à distance. La goutte d'eau, ce jour-là, n'a pas provoqué une explosion. Elle a provoqué une décision intérieure, silencieuse, irrévocable. Je ne pourrais plus faire semblant. Je ne pourrais plus me contenter d'explications vagues. Je ne pourrais plus accepter que l'on parle à ma place de ce qui me concerne. J'ai rangé le document avec soin. Pas pour l'oublier. Pour le garder. Pour qu'il devienne un repère, un point fixe. La preuve tangible que je n'avais rien imaginé. Que ce malaise ancien avait une source réelle, identifiable, contestable. Ils avaient caché la vérité si longtemps qu'ils pensaient l'acte indiscutable. Ils se trompaient. Car ce jour-là, en découvrant ce qui avait été fait sans moi, j'ai compris que le temps du silence était terminé. Et que même tardive, la justice commence toujours par une prise de conscience. Après la découverte de cet acte, le monde n'a pas cessé de tourner. Les jours ont continué à s'enchaîner, les obligations à se présenter, les conversations à se tenir, mais pour moi, tout avait changé de texture. Ce qui était autrefois flou devenait précis, parfois douloureusement. Ce qui me semblait normal révélait soudain ses angles morts. Les nuits ont été les plus éprouvantes. Je m'endormais tard, me réveillais tôt, l'esprit encombré d'images anciennes. Des scènes anodines prenaient un sens nouveau. Une phrase prononcée trop vite. Un regard évité. Une décision présentée comme évidente. Tout se réorganisait intérieurement, comme si mon esprit reprenait, pièce par pièce, une histoire que l'on m'avait racontée de travers. Je me suis surprise à éprouver une colère calme. Pas explosive, pas dirigée. Une colère lucide, presque méthodique. Elle ne cherchait pas à blesser. Elle cherchait à comprendre comment j'avais pu vivre si longtemps dans un cadre où l'on décidait pour moi en toute bonne conscience. Cette colère n'était pas destructrice. Elle me réveillait. Il y avait aussi la culpabilité. Une culpabilité sournoise, héritée. Celle qui murmure que l'on exagère, que l'on manque de gratitude, que l'on risque de tout abîmer en parlant trop tard. J'ai reconnu cette voix. Elle m'avait accompagnée toute ma vie. Elle m'avait aidé à tenir, mais elle m'avait aussi maintenu à distance de mes propres besoins. Pour la première fois, je l'ai écoutée sans lui obéir. Je me suis demandé ce qui m'avait rendu si docile, pas par faiblesse, mais par loyauté. J'avais confondu aimer et me taire, protéger et disparaître. Je pensais préserver les liens en absorbant les non-dits. En réalité, je les rendais possibles au prix de mon effacement. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais libératrice. Elle m'a rendu responsable, non coupable. Je me suis parlé intérieurement comme on parle à quelqu'un que l'on respecte enfin. Je me disais, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais. Cette phrase simple a eu un effet apaisant. Elle m'a permis de cesser de me juger à partir d'un savoir que l'on m'avait refusé. Elle m'a autorisé à regarder le passé sans mépris pour celle que j'étais. J'ai commencé à écrire, pas pour raconter une histoire cohérente, mais pour poser des jalons, des phrases courtes, des constats. Ce que je sais maintenant, ce que je n'accepte plus, ce que je dois vérifier. L'écriture devenait une manière de fixer la réalité, d'empêcher qu'elle ne soit diluée par les tentatives futures de minimisation. Chaque mot posé était une encre. Je me suis aussi interrogée sur la notion de temps. Trop tard, disait Aïl. Trop tard pourquoi? Pour réparer ce qui avait été fait? Peut-être. Mais pas trop tard pour comprendre, pour choisir autrement, pour refuser de continuer sur une trajectoire qui n'était pas la mienne. J'ai compris que le trop tard servait surtout à dissuader toute remise en question. Il était une clôture, pas une vérité. Peu à peu, une décision s'est formée. Pas encore une action précise, pas un plan détaillé, une orientation. Je ne pouvais plus vivre en faisant comme si je ne savais pas. Je ne pouvais plus accepter des explications vagues, des décisions prises ailleurs, des protections imposées. Cette décision n'avait pas besoin d'être annoncée. Elle devait être tenue. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais réellement choisi le silence. Je l'avais subi, puis rationalisé. Désormais, le silence devait changer de nature. S'il revenait, ce serait par discernement, non par peur. S'il s'installait, ce serait comme une frontière, non comme une disparition. Il y avait des moments de tristesse profonde. La tristesse de penser à ce qui aurait pu être différent si l'on m'avait parlé plus tôt,
aux choix que j'aurais faits avec plus de clarté, aux relations que j'aurais construites autrement. Je n'ai pas cherché à effacer ces pensées. Elles faisaient partie du deuil nécessaire, le deuil d'une vie vécue sous contrainte invisible. Mais au cœur de cette introspection exigeante, quelque chose de solide se formait. Une confiance nouvelle. Pas en les autres. En moi. En ma capacité à comprendre, à décider, à poser des limites. Cette confiance n'était pas bruyante. Elle était discrète, tenace, profondément ancrée. Je comprenais enfin que la vérité, même tardive, n'est jamais neutre. Elle oblige à se repositionner. Elle demande du courage, non pour affronter les autres, mais pour ne plus se mentir. Et ce courage-là, je sentais qu'il était à ma portée. Ils avaient caché la vérité si longtemps qu'ils pensaient m'avoir rendue dépendante de leur version des faits. Ils se trompaient. Car dans ce silence nocturne, dans ces pages écrites à la lueur d'une lucidité nouvelle, je devenais autre chose. Une femme qui sait, une femme qui choisit, et qui ne se détourne plus de ce qu'elle a enfin compris. Après l'introspection est venu le temps du concret, pas celui des annonces, ni des confrontations prématurées. Celui des gestes précis, réfléchis, presque invisibles. J'avais compris une chose essentielle. Pour ne plus être dépossédée, je devais d'abord me doter de cadres. Sans cadre, la vérité reste vulnérable. Avec eux, elle devient une protection. Je n'ai rien changé en apparence. J'ai continué à répondre avec la même sobriété, la même politesse. Ceux qui me connaissaient depuis toujours y ont vu la continuité rassurante de mon caractère. En réalité, cette continuité était devenue une stratégie. Je savais désormais que toute agitation serait interprétée comme une fragilité émotionnelle et utilisée pour disqualifier ma parole. Je n'avais aucune intention d'offrir ce levier. La première démarche a été d'aller vers quelqu'un d'extérieur à l'histoire. Quelqu'un qui n'avait aucun intérêt à protéger des équilibres anciens. Je n'ai pas raconté ma vie. J'ai posé des faits, des dates, des documents, l'acte découvert, les décisions prises, les silences répétés. Le regard professionnel qui m'a été renvoyé n'était ni compatissant, ni accusateur. Il était clair. Vous auriez dû être informé. Cette phrase, dite sans emphase, a eu sur moi un effet immédiat. Elle replaçait la situation sur le terrain du droit, non de l'émotion. Je n'étais plus la femme qui réagit trop tard. J'étais celle à qui l'on avait retiré une information déterminante. À partir de là, j'ai rassemblé méthodiquement les copies officielles, les courriers annexes, les mentions en bas de page que l'on lit rarement. J'ai appris à ralentir ma lecture, à ne pas me laisser impressionner par les formulations rassurantes. Chaque mot avait un poids, chaque omission aussi. Ce travail était exigeant. Il me confrontait à des zones d'ombre que je n'avais jamais osé éclairer. Mais il avait une vertu immédiate. Il me redonnait une position active. En parallèle, j'ai repris la main sur tout ce que j'avais laissé, par habitude, à d'autres. Les comptes, les assurances, les autorisations. Pendant des années, on m'avait dit que ces sujets étaient techniques, secondaires, presque indélicats à aborder. Je découvrais qu'ils formaient un langage, et que ne pas le parler m'avait rendue dépendante. Apprendre ce langage n'était pas une trahison, mais c'était une émancipation tardive. Il y a eu des moments de fatigue, des soirs où je me demandais si je n'allais pas trop loin, si cette rigueur nouvelle n'allait pas m'isoler davantage. Puis je repensais à la phrase « Maintenant, ça n'a plus d'importance ». Et je comprenais que ce qui dérangeait le plus, ce n'était pas mon zèle, mais ma détermination tranquille. Je n'ai pas tout compris d'un coup. J'ai posé des questions. J'ai demandé des explications. Sans m'excuser. Sans dramatiser. Cette posture nouvelle surprenait. On ne me reconnaissait plus tout à fait. Et c'était précisément ce qui me protégeait. Tant que je restais lisible, stable, sans colère apparente, on ne pouvait pas me réduire à une réaction excessive. J'ai aussi établi des règles simples pour moi à même, ne plus signer sans comprendre, ne plus accepter une décision expliquée par c'est mieux comme ça, ne plus confondre protection et infantilisation. Il a dit, ces règles n'avaient pas besoin d'être annoncées. Elles guidaient mes gestes, mes réponses, mes silences. Un jour, j'ai rédigé un document personnel. Pas un acte officiel. Un texte pour moi seul. J'y ai consigné ce que je savais désormais, ce que je refusais d'oublier, ce que je ne tolérerais plus.
Ce texte n'avait pas vocation à être partagé. Il était là pour les jours de doute, pour m'empêcher de me laisser à nouveau convaincre que tout cela n'était pas si grave. La préparation n'était pas une vengeance. Elle n'était dirigée contre personne. Elle était tournée vers l'avenir. Elle visait à faire en sorte que plus jamais un passé caché ne décide à ma place. Elle visait à transformer une vérité tardive en socle, non en fracture permanente. À l'extérieur, rien ne semblait changer. Et c'était volontaire. Je savais que la confrontation viendrait, que ceux qui avaient protégé le secret sentiraient tôt ou tard que quelque chose leur échappait. Mais je voulais être prête. Prête à répondre avec des faits. Prête à poser des limites sans colère. Prête à ne plus reculer. Quand tout a été rassemblé, les informations, les preuves, les protections, je n'ai ressenti ni exaltation ni soulagement spectaculaire. J'ai ressenti une solidité nouvelle, une sensation rare, celle d'être à la bonne place, même dans l'incertitude. Ils avaient caché la vérité si longtemps qu'ils pensaient le temps jouer pour eux. Ils ne voyaient pas encore que, dans ce silence méthodique, je construisais autre chose. Quelque chose de plus durable que leur secret, la clarté, la méthode, et le droit inaliénable de décider pour moi à même. La confrontation n'a pas été annoncée comme telle. Elle est née d'un détail, un message plus prudent que d'habitude. Une phrase relue 2 fois avant d'être envoyée. Une invitation à faire le point, formulée avec cette politesse tendue que je reconnaissais désormais. Il sentait que quelque chose m'échappait moins. Il voulait reprendre la main. J'ai accepté de les voir, sans empressement, sans réticence affichée. J'ai proposé un lieu neutre. Pas la maison familiale, pas un endroit chargé de souvenirs. Un espace sans mémoire, où les habitudes ne pourraient pas jouer leur rôle. Ce choix les a déstabilisés plus que je ne l'aurais cru. Ils sont arrivés avec des dossiers. Toujours des dossiers, bien rangés, épais, rassurants. Comme si l'ordre matériel pouvait contenir ce qui menaçait de déborder. Les regards étaient concentrés, les gestes précis. Je percevais une nervosité contenue. Ils savaient que je n'étais plus exactement la même, mais ils ne savaient pas jusqu'où allait ce changement. Ils ont commencé par rappeler le contexte. À l'époque, c'était différent. Il fallait agir vite. On n'avait pas le choix. Ces phrases, je les avais déjà entendues. Elles formaient un refrain ancien, usé par la répétition. Je les ai laissées parler. J'écoutais sans interrompre, non pour comprendre leurs raisons, mais pour observer leur angle mort. Quand le silence est revenu, je n'ai pas argumenté. J'ai posé sur la table les documents essentiels. Pas tous, juste ceux qui rendaient toute minimisation impossible. Les dates exactes. Les décisions actées. Les conséquences concrètes. Rien d'accusateur. Rien d'émotionnel. La réalité, nue. Le changement a été immédiat. Les regards ont quitté mon visage pour se poser sur les papiers. Puis, ils sont revenus vers moi, cherchant un signe de faiblesse, une hésitation, une brèche. Il n'y en avait pas. Je ne cherchais plus à être comprise. Je cherchais à être claire. L'un d'eux a tenté de déplacer le terrain. Tu prends ça très personnellement. J'ai répondu, calmement. Ce n'est pas personnel. C'est ce qui me concerne. Cette distinction a déplacé la discussion. Ils ne pouvaient plus m'accuser d'émotivité. Ils ont essayé autre chose. Remuer le passé maintenant va faire du mal à tout le monde. Je les ai regardés, sans colère. Ce passé a déjà fait du mal. Simplement, pas à vous. Il y a eu un flottement. Puis les tentatives de négociation ont commencé. Des promesses vagues. Des ouvertures conditionnelles. On peut revoir certains points. On peut en reparler plus tard. Fait comme si le temps pouvait encore jouer en leur faveur. Comme si différer équivalait à réparer. Je savais désormais reconnaître ces stratégies. Elles n'avaient rien à voir avec la justice. Elles visaient à retrouver un contrôle perdu. À un moment, une phrase a été prononcée presque malgré eux. On ne pensait pas que tu irais aussi loin. Ce aussi loin disait tout. Ils avaient confondu mon silence passé avec une limite définitive. Ils avaient cru que mon adaptation était une nature, pas une contrainte. Leur surprise n'était pas juridique. Elle était morale. Ils découvraient que je pouvais me tenir ailleurs que dans le rôle qui m'avait été assigné. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas cherché à convaincre davantage. J'ai énoncé des faits et des limites. À partir de maintenant, aucune décision qui me concerne ne sera prise sans moi.
Et ce qui a été fait sans mon information sera examiné. Pas de menace. Pas d'ultimatum. Une ligne claire. Les réactions ont été révélatrices. L'un s'est refermé, presque agressif. Un autre a tenté l'apaisement, parlant de famille, d'unité, de ce qu'il ne fallait pas détruire. Un troisième est resté silencieux, comme s'il comprenait seulement maintenant l'ampleur de ce qui s'effondrait. Ce silence à l'âme a confirmé une chose. Le front commun n'existait plus. Le secret, autrefois ciment, devenait facteur de division. Ce qui avait tenu tant d'années ne tenait que parce que je me taisais. Désormais, chacun devait porter sa part. La rencontre s'est terminée sans accord global. Pas de réconciliation spectaculaire, pas de rupture officielle. Mais quelque chose était irréversible. Ils avaient compris que les leviers habituels, la culpabilisation, la minimisation, l'appel à la loyauté, ne fonctionnaient plus. Le terrain avait changé. En quittant le lieu, je n'ai ressenti ni triomphe, ni amertume. J'ai ressenti une gravité calme, celle qui accompagne les choix définitifs. Je savais que des conséquences suivraient. Des silences plus lourds, des tentatives de pression indirecte, peut-être des exclusions. Mais je savais aussi que revenir en arrière serait une violence plus grande encore. Les jours suivants ont confirmé cette intuition. Les messages sont devenus rares, prudents, parfois durs. Tu vas trop loin. Tu détruis tout. Je lisais ces mots sans me sentir responsable. Ce qui se défaisait n'était pas une famille protectrice. C'était un système bâti sur le secret et l'infantilisation. Et ce système ne survivait pas à la clarté. Le piège s'était refermé, non parce que j'avais tendu une embuscade, mais parce que j'avais cessé d'être prévisible. Il ne savait plus comment me faire taire, ni sur quel registre m'atteindre. Et cette incertitude les déstabilisait. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. On ne perd jamais une relation en disant la vérité. On perd seulement l'illusion qu'elle pouvait survivre à la vérité. Ils avaient caché la vérité si longtemps qu'ils pensaient. La confrontation impossible. Ils se trompaient. Car je n'étais plus celle qui attend. J'étais celle qui sait, qui pose des limites, et qui ne se retire plus pour préserver un équilibre construit sans elle. Après la confrontation, rien ne s'est brisé d'un coup. Il n'y a pas eu de scène, pas de rupture proclamée, pas de phrase définitive. L'éclatement s'est produit autrement, lentement, par retraits successifs. Comme une mer qui se retire sans fracas et laisse apparaître ce qui ne tenait que par l'illusion de la marée. Les premiers jours ont été marqués par un calme étrange, un calme trop lisse, pour être sincère. Les messages arrivaient encore, mais ils étaient courts, prudents, presque administratifs. On parlait d'horaires, d'objets à récupérer, de détails pratiques. Rien sur le fond. Rien sur ce qui venait d'être dit. Comme si nommer l'essentiel risquait de le rendre irréversible. Très vite, j'ai compris que des récits parallèles se mettaient en place. On expliquait mon attitude. On la reformulait pour qu'elle devienne supportable. Elle traverse une période difficile. Elle est influencée. Elle a toujours été sensible. Ces phrases me sont revenues par fragments, rapportées par des voix gênées, parfois compatissantes. Je ne les ai ni corrigées ni combattues. J'avais appris que la vérité dérangeante est toujours traduite pour apaiser ce qu'elle bouscule. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont les rôles se sont inversés. Longtemps, j'avais été celle qu'il fallait protéger du savoir. Désormais, j'étais celle dont il fallait se protéger. Non parce que je menaçais qui que ce soit, mais parce que je savais. La connaissance, tardive mais entière, me plaçait hors du périmètre de contrôle. Et cela rendait certains nerveux. Les prises de distance ont commencé sans annonce. Des invitations oubliées. Des réunions organisées ailleurs. Des décisions prises sans me consulter, puis justifiées après coup par une formule familière. On ne voulait pas te mettre mal à l'aise. Je reconnaissais ce langage. Autrefois, il m'aurait fait douter. Aujourd'hui, je l'entendais pour ce qu'il était. Une tentative de préserver l'ancien ordre en me maintenant à la marge. Il y a eu aussi des reproches, parfois à peine voilés. Pourquoi remuer le passé maintenant? Tu aurais pu laisser ça tranquille. Ces phrases supposaient que la paix dépendait de mon silence. Et que l'équilibre familial avait pour condition mon ignorance. J'ai ressenti une tristesse profonde, mais pas de culpabilité. La culpabilité n'était plus à ma place. Certains ont choisi la neutralité. Ils disaient comprendre les deux côtés. Cette posture m'a blessé plus que l'hostilité franche. Il n'y avait pas de vérité équivalente. Il y avait un secret organisé
et la difficulté collective à en assumer les deux. Conséquence. La neutralité, dans ce contexte, ressemblait à une manière élégante de ne pas choisir. La famille s'est ainsi fragmentée, non par violence, mais par inconfort. Ma présence rappelait quelque chose que beaucoup préféraient éviter, la possibilité que le récit commun ne soit pas entier. Et cette possibilité suffisait à fissurer des liens qui se croyaient solides. Il y a eu des moments de solitude réelle, des soirs où l'absence de certaines voix pesait lourd. J'ai pleuré des relations, non pas telles qu'elles étaient devenues, mais telles que je les avais imaginées. J'ai compris que je n'étais pas seulement en train de perdre des personnes, je perdais une représentation, un idéal construit sur le silence. Et pourtant, au milieu de cet éclatement, quelque chose de plus juste s'est installé. Les liens qui subsistaient étaient moins nombreux, mais plus clairs. Certaines personnes sont restées sans minimiser, sans dramatiser. Elles n'avaient pas toutes les réponses, mais elles ne niaient pas la réalité. Leur présence discrète m'a apporté un soutien inattendu, plus solide que de longues promesses. Je n'ai pas cherché à recoller les morceaux. J'avais compris que toute reconstruction artificielle m'aurait demandé de me taire à nouveau. Et ce prix-là, je ne pouvais plus le payer. La famille que j'avais connue ne tenait qu'à condition que je reste à ma place, une place définie sans moi. Cette évidence, aussi douloureuse soit à elle, m'a libérée. L'éclatement n'était pas une vengeance, il était une conséquence. La conséquence d'une vérité qui ne pouvait plus rester confinée, d'un système relationnel qui ne fonctionnait qu'à condition que je sois absente de ma propre histoire. Quand cette absence a pris fin, l'architecture entière a vacillé. J'ai aussi compris que ce que l'on me reprochait le plus n'était pas d'avoir parlé, mais d'avoir cessé de faire ce que je faisais avant. Absorber, relativiser, protéger les autres de leurs propres choix. Ce retrait à là était plus déstabilisant que n'importe quelle accusation. Il obligeait chacun à se regarder sans le filtre de mon silence. Aujourd'hui, je regarde cette famille fragmentée avec une distance nouvelle. Là, je n'y suis plus enfermée. J'en fais partie autrement, quand c'est possible. Et quand ce ne l'est pas, je n'insiste plus. J'ai cessé de confondre persévérance et effacement, fidélité et abandon de soi. Ils ont caché la vérité si longtemps qu'ils pensaient le lien indestructible. Ils n'avaient pas vu que ce lien tenait surtout parce que je me taisais. Et dans cet éclatement progressif, parfois douloureux, j'ai compris une chose essentielle. Perdre un système fondé sur le secret, ce n'est pas perdre une famille, c'est perdre une illusion et gagner la possibilité de relations enfin honnêtes, même si elles sont plus rares. Quand le bruit s'est enfin dissipé, quand les silences ont cessé d'être des armes pour devenir de simples absences, j'ai senti apparaître un espace que je ne connaissais pas. Un espace sans attentes implicites, sans rôle assigné, sans vigilance permanente. Au début, ce vide m'a déstabilisé. J'avais vécu si longtemps dans l'anticipation des autres que l'idée d'exister sans ce cadre me semblait presque irréelle. Je n'ai pas cherché à remplir cet espace immédiatement. J'ai compris que la précipitation serait une manière de nier ce que je venais de traverser. J'ai choisi la lenteur. Une lenteur consciente, presque volontairement inconfortable. Les journées n'étaient plus organisées pour rassurer ou pour prouver quoi que ce soit. Elles se déployaient simplement, avec leurs moments creux, leur silence, leur respiration. J'ai commencé par mon environnement le plus proche. Rien de spectaculaire. Quelques objets déplacés, d'autres rangés hors de vue, certains donnés. Chaque geste était minuscule, mais porteur d'un message clair. Je pouvais décider sans demander la permission. Je pouvais modifier mon espace, sans craindre de déranger un équilibre invisible. J'ai aussi redécouvert le droit de ne pas répondre immédiatement, de laisser un appel sans suite, de différer un message. Ce qui aurait autrefois déclenché une culpabilité immédiate devenait un choix neutre. Je n'étais plus tenue d'être disponible par principe. Cette liberté nouvelle n'était pas de l'indifférence. Elle était une présence mieux placée. La marche est redevenue un refuge. Je marchais longtemps, sans but précis. Pas pour réfléchir, mais pour sentir. Sentir mon corps reprendre sa place, sans tension inutile. Dans le rythme régulier des pas, je sentais se rassembler ce que les années de silence avaient fragmenté. Mon souffle s'approfondissait. Mes pensées devenaient plus claires, moins envahissantes. Des relations nouvelles se sont esquissées, presque sans effort. Pas de grandes confidences, pas de récits détaillés,
Des échanges simples, directs, où je n'avais pas besoin d'expliquer d'où je venais pour être légitime. Là, personne n'attendait de moi que je sois forte, ni que je comprenne avant qu'on m'explique. J'étais simplement là, entière, sans rôle à tenir. Il y avait encore des moments de mélancolie. Certains jours, une date, une odeur, un souvenir faisaient remonter une tristesse douce, insistante. Je ne la fuyais plus. Je la laissais passer. Elle n'était plus une menace. Elle témoignait de ce que j'avais aimé, espéré, cru possible. Et cela avait une valeur, même si cela faisait parfois mal. J'ai aussi appris à redéfinir ce que signifie être protégé. Longtemps, j'avais cru que la protection passait par le silence, par la mise à l'écart, par la décision prise pour moi. Aujourd'hui, je savais que la véritable protection commence par la vérité, même quand elle oblige à tout réorganiser. Être protégé, ce n'est pas être tenu à distance. C'est être reconnu comme capable de savoir et de décider. Peu à peu, le regard des autres a perdu de son poids. Il ne disparaissait pas complètement, il avait été trop central trop longtemps, mais il ne guidait plus mes choix. Je ne cherchais plus à être comprise par ceux qui avaient bâti leur confort sur mon ignorance. Je cherchais à être cohérente avec ce que je savais désormais. Un jour, en relisant mes notes, j'ai réalisé que je ne me définissais plus par ce passé caché. Il faisait partie de mon histoire, mais il ne la résumait plus. J'étais autre chose qu'une femme à qui l'on avait parlé trop tard. J'étais une femme qui avait regardé la vérité en face et choisi de ne plus vivre à côté d'elle. Ce nouveau départ n'était pas une renaissance idéalisée. Il était sobre, parfois fragile, mais profondément réel. Je ne cherchais pas à redevenir celle que j'étais avant. Cette femme avait existé pour de bonnes raisons, à un moment donné. Je cherchais à devenir celle que je pouvais être maintenant, avec cette lucidité intégrée. J'ai commencé à poser des limites simples, presque banales, mais essentielles. Ce que j'acceptais, ce que je refusais, ce que je n'expliquerais plus. Ces limites n'avaient pas besoin d'être justifiées. Elles tenaient. Et dans cette tenue silencieuse, je sentais une force nouvelle s'installer. Et Catra, je ne savais pas encore ce que l'avenir me réservait. Mais je savais ce que je ne voulais plus. Les décisions prises sans moi, les silences imposés au nom du bien commun, les vérités repoussées sous prétexte qu'il serait trop tard. Dans cette vie nouvelle, je n'étais pas devenue plus dure. J'étais devenue plus juste envers moi à même. Et cette justice intime, quotidienne, changeait tout. Walboule. Elle donnait à mes gestes une cohérence que je n'avais jamais connue. Je marchais désormais avec moins d'illusions, mais avec une paix plus solide. Une paix qui ne dépendait plus de l'accord des autres, mais de mon alignement intérieur. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avançais plus dans l'ombre d'une vérité cachée trop longtemps. Je marchais à la lumière de ce que je savais et de ce que j'avais enfin choisi d'être. Il m'a fallu du temps pour comprendre que le plus grand bouleversement n'était pas la vérité elle-même, mais ce qu'elle exige ensuite. Quand on découvre trop tard ce qui aurait dû être dit plus tôt, on ne peut pas revenir en arrière. On peut seulement décider comment vivre avec ce savoir. Et cette décision-là, personne ne peut la prendre à votre place. Ils ont caché la vérité si longtemps qu'ils ont fini par croire qu'elle n'avait plus d'effet. Comme si le temps pouvait neutraliser l'injustice. Comme si l'ignorance prolongée devenait une preuve de solidité. Je sais aujourd'hui que c'est l'inverse. Plus un silence dure, plus il structure. Il façonne des rôles, des habitudes, des loyautés mal placées. Il devient un langage que tout le monde parle, sauf celle à qui il s'impose. Je regarde désormais ce passé sans chercher à l'adoucir ni à l'accabler. Il a existé tel qu'il a été. Un ensemble de décisions prises sans moi, justifiées par des peurs, des arrangements, des compromis. Reconnaître cela ne me rend pas amère. Cela me rend lucide. Et la lucidité, même tardive, est une forme de réparation. Longtemps, j'ai cru que savoir trop tard équivalait à ne pas savoir du tout. Que la vérité, arrivée après coup, ne pouvait plus rien changer. C'était une idée commode pour ceux qui l'avaient retenue. Mais elle était fausse. La vérité tardive ne répare pas tout, certes. Elle ne rend pas le temps perdu. Elle ne corrige pas les choix déjà faits, mais elle redonne quelque chose d'essentiel. La dignité de comprendre ce qui a été vécu. Je ne cherche plus à convaincre ceux qui préfèrent croire que tout cela n'était pas si grave. Je sais maintenant que certaines personnes ont besoin de minimiser pour continuer à se regarder en face. Ce n'est plus mon combat. Mon combat,
s'il en reste un, se joue ailleurs, dans ma manière de me traiter, de me parler, de me protéger. Il reste des zones de tristesse. Des moments où je pense à ce que j'aurais pu choisir autrement si l'on m'avait parlé plus tôt. À la confiance que j'ai accordée sans disposer de toutes les cartes. À la femme que j'étais, avançant dans un brouillard soigneusement entretenu. Je n'efface pas ces pensées. Elles font partie du prix de la lucidité. Mais elles ne me gouvernent plus. Laisse apprendre. Si je devais m'adresser à celle que j'étais avant, je ne lui dirais pas qu'elle a été naïve. Je lui dirais qu'elle a été loyale, patiente, courageuse à sa manière. Je lui dirais qu'elle a tenu debout, dans un système, qui ne lui laissait pas beaucoup d'options. Et je lui dirais surtout qu'elle n'a jamais manqué de valeur, seulement d'information. À celles et ceux qui vivent avec l'impression persistante que quelque chose ne colle pas, que des silences pèsent plus lourd qu'ils ne devraient, je voudrais dire ceci. Faites confiance à cette sensation. Elle n'est pas une faiblesse. Elle est souvent le premier signal d'une vérité qui attend. L'écouter peut faire peur. L'ignorer coûte plus cher. Je n'ai pas détruit une famille. T'y es. Je n'ai pas déclenché un scandale. J'ai cessé de porter seul le poids d'un secret qui n'aurait jamais dû m'être imposé. Si des liens se sont défaits, ce n'est pas parce que j'ai parlé, mais parce qu'ils ne pouvaient tenir qu'à condition que je me taise. Cette compréhension m'a libérée d'une culpabilité ancienne, presque héréditaire. Aujourd'hui, je vis avec moins d'illusions, mais avec plus de cohérence. Je ne cherche plus à être protégée par le silence des autres. Je me protège par la clarté, par des limites simples, par le respect que je me dois enfin. Ce respect n'est pas bruyant. Il ne réclame pas d'approbation. Il s'exerce au quotidien, dans les choix modestes, dans les refus tranquilles, dans la fidélité à ce que je sais. Il m'arrive encore de me taire. Mais ce silence n'a plus rien à voir avec celui d'autrefois. Il n'est plus subi, ni imposé, ni dicté par la peur de déranger. Il est choisi. Il est posé comme une frontière, comme un acte conscient, comme une manière de rester droite sans m'épuiser dans des combats inutiles. Car au terme de ce chemin, j'ai compris une chose essentielle. La parole n'est pas toujours la plus grande preuve de courage. Parfois, le courage consiste à savoir quand parler et quand se taire pour se préserver. Ils ont caché la vérité si longtemps qu'ils pensaient m'avoir condamné au silence. Ils se trompaient. Aujourd'hui, si je garde le silence, c'est parce qu'il m'appartient. Parce qu'il est devenu un choix et non une contrainte. Parce qu'il me permet de rester fidèle à moi-même sans renier ce que j'ai compris. Le silence peut aussi être une forme de justice.